Salut tout le monde et bienvenue à un autre bilan de lecture de Pourquoi c'est bon avec votre humble serviteur Christian Maltais. Et la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est que j'ai fini de lire Aristote au complet, le fameux Corpus Aristotelicum, et donc j'ai officiellement maintenant lu la totalité d'Aristote et de Platon. Ça fait qu'à la fin, vers le milieu-fin de la vidéo, je vais vous faire un petit bilan très très rapide de ce que ça a donné ces deux lectures-là. On y reviendra peut-être plus en profondeur dans d'autres vidéos plus tard. Mais c'est donc, je vais vous présenter en gros aujourd'hui la star là, de ce programme de lecture, celui avec lequel j'ai terminé. C'est la métaphysique d'Aristote, le deuxième tome. En fait, j'avais lu le premier dans le temps des fêtes. Et je vais vous faire encore une fois ici aussi un survol extrêmement rapide de comment j'ai trouvé ça, puis comment vous pourriez trouver ça, puis qu'est-ce qui pourrait vous aider à entreprendre la lecture de ce texte-là, ce qui en vaut vraiment la peine. J'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça. Mais j'en reparlerai tantôt, parce que c'est vrai que c'est un texte difficile, mais moins qu'on pense en même temps quand on a lu les autres, c'est un peu ça le sujet. Bref, qu'est-ce que j'ai lu quand même avant ça? Je vais faire une version plus télégraphique. Je dis ça à chaque fois, mais aujourd'hui, j'espère vraiment m'y tenir. Et donc, voilà. J'ai lu la métaphysique, j'en ai déjà parlé. Les autres traités d'Aristote qui me restaient à lire, c'est les petits traités d'histoire naturelle, celui-ci. Donc c'est 8 ou 10 traités, là, quelque chose comme ça. Je pense que c'est 8, généralement de 20-30 pages. Cet ordre de grandeur-là, sur des sujets comme voilà, ma foi du bon Dieu, la sensation, la mémoire, le sommeil, la divination, est-ce que c'est vrai ou pas qu'il y a des rêves divinatoires? Règle générale, Aristote est plutôt de l'avis que non. Jeunesse et vieillesse, respiration, vie et mort. C'est un peu ça nos sujets, mais tout ça, c'est un peu aussi un mélange des traités physiques d'Aristote et de ces traités zoologiques qui viennent après. Donc, peut-être que je ferai encore une fois une autre vidéo plus longue sur celui-ci, que je mettrai peut-être ici ou sur le Patreon. Mais pour l'heure, c'est ça. Je l'ai lu. C'est intéressant. Il y a des trucs qui sont à rapprocher aussi du traité de l'âme. Un autre de ces titres que j'ai beaucoup aimé. Donc, en vérité, quand on lit le traité de l'âme, si on le lit plus en profondeur, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 des traités là-dedans qu'on doit lire, en fait. Ils sont vraiment assez directement connectés. Donc, c'est intéressant pour ça. Et l'autre traité que j'ai fini, l'autre livre d'Aristote que j'ai ici dans ma pile, c'est l'histoire des animaux, dans cette édition des Belles Lettres, sans le texte grec. Donc, puis c'est ça, donc un texte assez facile à lire en général, au moins au niveau de la difficulté du contenu, parce qu'il n'y a pas de difficulté du contenu, c'est juste une longue présentation de différentes espèces animales. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu fastidieux par moment, je l'avoue, mais ça a valu la peine aussi. C'est surtout intéressant parce que, même si j'ai vu des gens remettre en question ce que je m'apprête à dire, le consensus en général, puis certainement ce que moi j'ai observé, c'est que l'intérêt de ça, c'est qu'il met en application, en gros, sa méthode scientifique qu'il a développée, puis qu'on l'a vu développer dans les autres traités du fameux corpus aristotélicien. Donc, mais c'est sûr que, bon, oui, je sais pas combien il y a de pages, là, 400 pages de description de truites et de belettes et de serpents. Écoutez, là, ça vient long, je l'ai lu vite. Il y a des bouts que j'ai lu assez vite, je l'avoue, mais il y a quand même un segment vers la fin que j'ai trouvé super intéressant parce que Aristote, c'est un gars qui a beaucoup de nuances finalement dans les propos qu'il met de l'avant. C'est un truc qui est facile à pas réaliser quand on en lit seulement des textes, des extraits à gauche et à droite. Puis une des grosses nuances qu'il met de l'avant par rapport à la démarche scientifique ou intellectuelle en général, c'est que
ben, peu importe les catégories qu'on met en place pour comprendre un phénomène, puis il n'emploie pas le terme catégorie ici parce que ça a un sens assez précis chez Aristote, les catégories dans sa logique, là, on en parlera un autre jour, mais dans le langage courant, je l'emploie dans ce sens-là, et ben, peu importe les catégories qu'on invente, là, si on veut, qu'on met en place pour comprendre un phénomène, ben, il y a toujours des exceptions, puis faut pas perdre ça de vue, essentiellement. Il faut avoir ça en tête, là. Donc, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fini de compiler sur Letterboxd la liste complète des films de science-fiction. Puis au moins jusqu'en 2025, donc de 1895 à 2025, c'est sur mon compte Letterboxd, et j'arrive à 16 000 à peu près. Puis, en cours de route, tu te rends bien compte que c'est impossible de délimiter en vérité qu'est-ce qui est la science-fiction et qu'est-ce qui n'en est pas. Peu importe à quel point ta définition est rigoureuse, la mienne n'était pas tant que ça, mais même là, il y a toujours une frontière où est-ce que tu dis, bon, ben, clairement, le parrain, c'est pas de la science-fiction, Scarface, c'est pas de la science-fiction. Fait qu'on a en tête que la science-fiction, c'est quelque chose de relativement précis. Mais en pratique, on arrive toujours à des situations où est-ce que est-ce qu'on inclut tel titre ou pas? Est-ce que j'inclus les compilations d'épisodes de Doctor Who comme des longs métrages ou pas, comme film ou pas. Puis à un moment donné, ça devient très, très, très embêtant. Bon, et puis ça, c'est un exemple que je donne, parce que c'est ça, Aristote ici, il dit, ben ouais, ok, il y a le règne minéral, le règne végétal, puis le règne animal, mais pour dans tous ces règnes-là, il y a des espèces ou des entités hybrides qui sont vraiment sur la frontière entre l'un et l'autre. Puis il donne plusieurs exemples. Fait que ça, c'est dans je pense, le livre 8, quelque chose comme ça. C'est dans les derniers, là, c'est vers la fin. Ça, honnêtement, c'était vraiment intéressant. Mais bon, les traités de zoologie, celui-ci serait surtout intéressant pour la structure, là, pour dire, encore une fois, si on mettait ça en parallèle avec le genre de méthode que Aristote met de l'avant. Mais c'est pour vous dire que je l'ai lu. C'en est un quand même que tu étais content quand il est fini, mais c'est assez amusant en même temps parce qu'il met de l'avant beaucoup d'anecdotes sur beaucoup d'oiseaux. Puis la manière dont il met ça en place est assez intéressante. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'à certains moments, il mentionne des trucs qu'il prend chez Hérodote, par exemple, d'espèces fantastiques en vérité, là, mythologiques plus ou moins, mais qu'Hérodote rapporte comme étant des vraies entités qu'il a lui-même vues ou dont on lui a parlé comme étant vraies. Il y a des serpents volants, par exemple, des affaires comme ça. Puis on sait que dans les histoires d'Hérodote, il parle carrément du phénix, là, le phénix qui vit 500 ans et qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? Ben, Hérodote en parle comme un animal qui vit pour vrai. Donc, ce genre de truc-là, puis Aristote mentionne ça, et puis il mentionne qu'il y croit pas tellement, mais il en parle quand même avec un certain nombre de nuances, puis la manière qu'il met de l'avant ces nuances-là, encore une fois, c'est hyper intéressant, parce que c'est à rapprocher de ces analytiques qui sont ces traités de logique, où est-ce qu'il met de l'avant, il présente une différence entre articuler un raisonnement logique où la source est entièrement certaine, puis où l'énoncé qui est mis de l'avant est d'une certitude totale et absolue. Par exemple, un truc de physique, là, comme l'eau gèle à 100 à 0 degré, par exemple, quelque chose comme ça, là, un genre de truc de même, bon, mais ça c'est certain. Tant que tu es à telle altitude, ça va toujours faire ça. Bon, ça sera un exemple. Ou des trucs géométriques. OK, des énoncés géométriques, ça serait vraiment les exemples parfaits, là, de présupposés qui sont toujours vrais. Mais une grosse partie de la logique d'Aristote aussi explique qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de certitude de cet ordre-là, puis le type de raisonnement qu'on peut mettre de l'avant, puis ou quand on parle à quelqu'un qui, par exemple, qui ne connaît pas du tout la géométrie, mais il faut quand même essayer de lui présenter notre argumentation, mais que la personne n'est pas capable, et juste n'a pas les compétences géométriques pour comprendre, ou si on parle de trucs de physique quantique, bon, moi, les mathématiques, je ne peux pas les suivre. Donc, qu'est-ce qu'on... Tu sais, si un physicien
physicien essaie de m'expliquer à moi bon, les subtilités de la physique quantique, il faut qu'il trouve une manière de me l'expliquer qui ne sera pas une démonstration de type mathématique. Donc, ce genre de démonstration-là, Aristote y consacre beaucoup de temps, puis c'est, encore une fois, je pense on peut vraiment voir un peu comment il applique ça ici, et ce deuxième type d'argumentaire-là. Puis c'est un type d'argumentation, je pense, qui est extrêmement utile dans la vie de tous les jours, mais ça vraiment, on va en reparler, parce que cette distinction-là entre faire une démonstration quand la prémisse est 100% certaine, puis, donc ça c'est le premier cas. Et l'autre cas qui est faire une démonstration quand la prémisse est probable, ou pas plus que probable, et donc incertaine, ben, cette distinction-là, entre la prémisse certaine et la prémisse incertaine, elle est cruciale si on veut avoir une vie intellectuelle minimalement saine. Puis on remarquera qu'elle n'est jamais faite dans le discours public. Donc, j'en reparlerai certainement plus longuement de ça un autre tantôt. Mais je ne vous ferai plus languir. Bon, c'est ça, on approche là, de la métaphysique d'Aristote. Les autres trucs que j'ai lus rapidement, ben, j'ai lu les fragments. Les autres bouquins, là, j'ai pas de copie physique, là, je les ai lus en PDF ou des exemplaires de bibliothèque que j'ai depuis ramenés. Mais j'ai lu, c'est ça, les fragments d'Aristote. Ça aussi, j'en reparlerai un autre tantôt, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ça aussi, j'en recommanderais la lecture, en vérité. Donc, les bouts, des petits bouts de parchemin qui nous sont restés de ces dialogues, ou plus souvent qu'autrement, en fait, c'est généralement plutôt le deuxième cas, qui est, Cicéron rapporte une citation d'Aristote. Okay? Puis on n'a plus le texte d'origine, mais Cicéron en parle et tel autre philosophe rapporte une citation. Puis, donc il y a toutes sortes de compilations de ces fragments-là à gauche et à droite. Puis au début, je ne pensais pas les lire, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est un peu comme lire les apocryphes de la Bible, en fait, parce que le fait que la compilation qu'on a d'Aristote soit telle qu'elle est, puis que l'œuvre d'Aristote soit généralement présentée, par exemple, dans les collections Garnier-Flammarion, par exemple, ben, ils ont plus ou moins toute l'intégrale d'Aristote, mais ils n'ont pas en général les fragments. Donc, sauf si tu achètes la grosse anthologie des œuvres complètes, là, ils ont une sélection là-dedans, mais quand ils ont publié la grosse brique de l'intégrale d'Aristote, Garnier-Flammarion, qui est relativement récemment, c'était la première fois, si je me rappelle bien ce que j'avais lu dans la genre de préface, c'était la première fois que c'était traduit. Puis, donc, c'est des textes qui sont peu fréquentés en général. Moi, j'ai lu une traduction la traduction d'Oxford des années 30. Et pourquoi il faut lire ça? Parce que, comme dans le cas des apocryphes, ben, la compilation est un choix éditorial qui influence la manière dont on va comprendre le texte. Okay. Dans la Bible, par exemple, ça commence avec la Genèse, puis ça finit avec l'Apocalypse. Puis nous, on regarde ça, puis on dit, ah ben, clairement, c'est le début des temps et la fin des temps. Puis on se dit qu'il y a un arc narratif cohérent là-dedans, mais c'est pas le cas, là. C'est pas le cas du tout. T'sais, puis quand tu apprends que, bon, c'est ça, il y a d'autres apocalypses qui existent, l'apocalypse de Pierre, par exemple, ben, tu dis, OK, est-ce que je suis tant tellement certain que c'est ça que ça veut dire, puis que c'était ça l'intention du texte à l'origine, puis quand on compare avec les autres traités plus ou moins mystiques, là, le livre d'Enoch, par exemple, où les gens ont des visions. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'échelle de Jacob. Là. Ben, l'idée, c'est ça. C'est que le choix éditorial qui a été fait quand la Bible que nous, on connaît, a été compilée, ben, ça a déterminé la manière avec laquelle on a reçu ces textes-là, la manière dont on les a compris pendant 1500 ans. Puis ça pose problème parce qu'il n'était pas comme ça à l'origine. C'est une valeur qui a été rajoutée après. Okay. Donc dans le cas d'Aristote, il se passe un peu la même chose. Puis pour le détail, on en parlera peut-être un autre tantôt, mais ça éclaire vraiment ça met des nuances qu'on n'aurait pas vues autrement sur certains énoncés, sur l'immortalité de l'âme, par exemple, et aussi sur le projet général d'Aristote. C'est des nuances, mais des nuances utiles et importantes. Et voilà, les fragments, ça vaut la peine.
J'ai aussi lu les deux premières Ennéades de Plotin. Je vous en reparlerai tantôt quand j'aurai fini de vous présenter la métaphysique et un petit bilan de Platon et Aristote, là. Mais ouais, j'ai lu les deux premières Ennéades, puis je vous en dirai un mot à la fin, là, quand je ferai après mon bilan, là. Mais je peux vous dire tout de suite que quand on a lu Aristote, c'est beaucoup plus facile, en fait, à comprendre. Parce que Plotin, c'est un auteur qui est réputé comme étant extrêmement ardu, là, très dense. Puis c'est vrai que il écrivait, non seulement il écrivait pas bien, mais il n'y avait aucun souci de bien écrire. C'est un genre d'ermite dans le désert. Il n'était pas ermite parce qu'il y avait des disciples, là, puis tout ça, mais c'était pas un gars qui courait après les honneurs et la vie sociale. C'était pas son genre. Et donc, puis il a écrit, je pense parce que c'est Jean Porphyre lui a demandé, là, il voulait avoir sa doctrine, un peu comme Lao Tzu, je pense, quand il a écrit le Tao Te Ching, ben, c'est parce que il voulait passer la frontière, puis le garde-frontière refusait de le laisser passer, puis il a exigé qu'il écrive le Tao Te Ching pour le laisser passer. Fait qu'il c'est pour ça, là, il s'est exécuté à ce moment-là. Bon, ben, ok, d'accord, voici le secret de l'existence et du Tao. Je peux-tu passer maintenant? Oui, allez-y, monsieur, là au-dessus. C'est un peu le genre de principe. Donc, Plotin, ça peut être étonnant de dire que lire Aristote est vraiment utile pour le comprendre parce qu'il est réputé comme un néo-platonicien, et c'est le cas. Mais comme j'en reparlerai peut-être tantôt, sinon dans une autre vidéo, j'entrerai plus en détail. Certainement quand j'aurai toutes lu les Ennéades, il y en a 6 en tout. Ben c'est ça. Oui, la doctrine, c'est la doctrine de Platon, la doctrine des idées en particulier. Puis c'est ce que Plotin cherche à défendre en général. Mais il y a aussi d'autres textes parce que c'est plus des textes d'éthique, etc. Fait que déjà en partant, ça ressemble plus à certains égards à ce qu'on pourrait trouver chez Aristote. Mais ce qui est vraiment aristotélicien, c'est le type de raisonnement de Plotin. C'est le type de logique qu'on voit, puis qui est beaucoup plus rigoureuse que celle de Platon, qui fait pas ça du tout, parce que le type de logique qu'on voit, entre autres chez Plotin, ici, c'est Aristote qui l'invente. Ça n'existait pas à l'époque de Platon, ça fait que ces raisonnements n'ont pas cette rigueur. Donc c'est intéressant pour ça. Ça aussi, on en reparlera. Et le dernier livre que j'ai lu dans cette période, les 2-3 dernières semaines, en vérité, c'est des entrevues de Tarkovsky. Ça fait une centaine de pages, là, 125. Ça aussi, c'était super intéressant. Mais on s'en reparlera peut-être un autre tantôt. Pour l'instant, la métaphysique. OK. Je ne vais pas vous présenter en profondeur la métaphysique au complet parce que c'est hyper compliqué. Puis parce que c'est clair que tous ces auteurs-là et tous les textes d'Aristote, mais celui-ci en particulier, il faut les lire et les relire et les relire plusieurs fois avant de vraiment pouvoir parler de ce qu'on y trouve dans le détail de manière minimalement, on va dire, intelligente. Mais, une petite gorgée d'eau, ça sera pas long. Mais, bon, puis, mais je dois dire quand même que j'ai trouvé la lecture beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Puis ça, c'est parce que, ben, pareil comme pour Plotin, là, ben, quand tu as lu les autres traités d'Aristote, puis j'avais tout lu, j'ai fini par celui-là, puis c'était ça l'intention, c'était ça le programme, là, pour Aristote, ben, quand tu as tout lu, tu comprends à peu près de quoi est-ce qu'il parle en général, puis tu es habitué à sa manière d'écrire, à sa manière de raisonner. Puis au début, là, j'avais commencé, il y a un peu plus qu'un an maintenant, j'avais commencé par l'éthique à Nicomaque. Puis j'avais trouvé ça extrêmement laborieux comme lecture, là. Parce qu'il y a vraiment c'est une manière de construire les phrases qui est pas du tout ce à quoi on est habitué, puis qui n'est pas faite pour être élégante du tout. Donc c'est ça, Cicéron parle, n'est-ce pas, est célèbre parce qu'il parle à un moment donné du fleuve d'or d'Aristote, parce qu'il écrivait tellement bien, mais c'est pas dans les textes qui nous ont été conservés. Il n'y a rien qu'on a reçu vraiment d'Aristote
qui a cette fluidité-là. À part quand même, il y a un petit bout de la métaphysique là, que tu peux voir que c'est mieux écrit, ça a été écrit vers la fin de sa vie, puis c'est plus proche là, d'un texte soutenu. Mais ceci dit, quand même, quand tu as lu les autres, on voit plus où il veut en venir, pourquoi il parle comme ça. Juste pour vous donner un exemple de la difficulté au niveau très méta général, ben, Avicenne, là, le célèbre philosophe arabe, philosophe et médecin, ben, c'est ça, je lisais sur Wikipédia que lui avait essayé de le lire genre une quarantaine de fois, à tel point qu'il avait appris le texte par cœur. Il connaissait carrément la métaphysique d'Aristote par cœur, mais il n'avait jamais rien compris. Il trouvait le texte absolument impénétrable. Puis ce qui a fini par lui permettre de le comprendre, disait-il, c'était un traité d'interprétation de la métaphysique de Al-Farabi. Et tous ces textes-là qu'on va lire bientôt là, sur la chaîne. Là, normalement, d'ici un mois ou deux, on devrait être rendu aux philosophes arabes, musulmans. Mais c'est ça, le truc qui faisait défaut à Avicenne, c'était que lui, il n'avait pas accès à la totalité de l'œuvre d'Aristote. Parce que quand c'est le cas, ça n'a pas l'air du tout si sorcier que ça. Et puis, parce que quand on a lu les autres textes, on comprend mieux son langage, puis on comprend le cadre dans lequel il essaye d'inscrire son discours. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, entre autres, la métaphysique d'Aristote est presque entièrement le contraire de ce à quoi nous on s'attend quand on pense à la métaphysique. Quand on emploie le mot métaphysique, on pense à quelque chose qui est abstrait et sur les nuages et déconnecté, puis OK, combien d'anges pourraient tenir ensemble sur la pointe d'une aiguille? Apparemment, un truc, question célèbre de la philosophie médiévale qui n'a jamais existé, qui est un truc qu'un philosophe, un genre de pasteur anglican ou des protestants a inventé de toutes pièces pour plus ou moins calomnier les philosophes médiévaux. Là. C'est pas vrai qu'ils se posaient cette question-là dans ces termes-là. Le nombre d'anges qui peuvent danser sur la pointe d'une aiguille, là, c'est une légende urbaine, cette question-là. Mais néanmoins, c'est quand même ça qu'on a en tête quand on pense à la métaphysique. Puis là, tout ce que je vais faire en gros, c'est vous présenter les grandes lignes de ce qu'on y trouve. Puis c'est précisément pas les anges sur une aiguille. C'est beaucoup plus proche de questions méthodologiques, en fait. Okay, donc, c'est une compilation de, je sais pas, 16 livres ou quelque chose comme ça. C'est assez décousu, il y a toutes sortes de questions. Mais, bon, il y a des définitions, il y a des... C'est un peu le chaos, pour pas dire le bordel, honnêtement, là, la métaphysique. Mais, ce qu'il essaie de mettre de l'avant, en gros, c'est... Bon, ben, on a parlé de la physique, puis on a parlé de l'âme, puis on a parlé d'un paquet de questions comme ça, puis on s'apprête à parler de zoologie, mais il y a certains aspects de ces questions-là qu'on n'a pas pu étudier, puis entre autres, ben, je vais en nommer deux ici. Ben, en fait, rien. Je vais me concentrer sur un, là, c'est la question de l'être, essentiellement. Puis, j'ai trouvé à la lecture que c'était très, très, très proche de l'introduction de Être et temps de Heidegger, en fait. Puis je confirme aussi que c'est plus facile de comprendre Heidegger quand tu as lu Aristote. Pas forcément, ça devient pas forcément facile, mais c'est quand même plus facile. Puis l'introduction d'Être et temps m'est apparu très très proche de ce que j'ai lu dans certains passages là, de la métaphysique, dans la mesure où quand on cherche à nous décrire la métaphysique d'Aristote, on va nous dire généralement, OK, on va rapprocher ça, comme je disais, de la question de l'être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exister? Quel est le sens de la vie? Ce genre de trucs-là. Mais
il pose bel et bien la question de quel est le sens de la vie, quel est le sens de l'être, ok? Mais pas dans le sens, pas dans un sens moral, si on veut, ok? C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut dire par le mot être, exactement. Okay? Puis c'est ça qui est hyper Heidegger, là. C'est exactement ça qu'il fait. Puis la raison pour ça, c'est que éventuellement là-dedans, mais c'est un court passage, il vient à une question, la question fondamentale de la métaphysique qu'on entend généralement, qui est en gros, est-ce que Dieu existe? Okay? Puis lui fait une démonstration honnêtement plutôt excellente, ok, de pourquoi lui croit que oui, Dieu existe. Okay. Puis, c'est hyper intéressant, mais ultimement, c'est quelques pages de ça, là, okay, de la métaphysique. Ça, c'est l'édition en 2 tomes, donc j'ai lu le 2e tome récemment, mais c'est assez épais, là, la métaphysique au complet. Puis c'est ça, c'est peut-être une vingtaine de pages, là, moins que ça, si ça se trouve, là, est-ce que Dieu existe? Puis, je mentionne ici que c'est hyper intéressant parce qu'au moins dans les traductions, Dieu est pratiquement toujours au singulier. Les traductions d'Aristote, puis aussi de Platon, dans mon souvenir. Puis c'est intéressant parce qu'on se dit que, ben ouais, les Grecs, ils sont polythéistes, mais ça aussi, Aristote en parle là-dedans parce que ce qu'il dit, en gros, c'est que il est tout le temps en train de défendre le culte des dieux. Puis, règle générale, il a l'air de croire aux dieux avec un X, les dieux au pluriel, mais dans certains passages, plusieurs passages, c'est l'impression très nette que ça donne, mais il dit quand même là-dedans que la mythologie que nous on connaît par rapport aux dieux grecs, puis leurs histoires avec, bon, les histoires de fesses, n'est-ce pas, de Zeus et ses innombrables concubines, puis les conflits entre les dieux, puis tout ça, la pomme de discorde, bon, etc. Ben, tout ça, c'est des histoires pour le peuple. Okay? Puis pourquoi? Pour y faire comprendre des trucs métaphysiques, en gros, pour y faire comprendre des abstractions qui sont difficiles à comprendre autrement. Okay? Parce que c'est ça, le berger moyen, ben c'est ça, lui, il est juste pas équipé mentalement pour comprendre. Puis c'est pas pour être péjoratif, mais approcher le berger moyen puis essayer d'expliquer la métaphysique d'Aristote, il y a des étapes avant de se rendre là. Okay? Puis c'est ça, donc lui, son point de vue, c'est que, c'est ça, la mythologie puis la conception populaire du polythéisme, avec les statues, puis les peintures, puis tout ça, ben c'est une allégorie utile pour le peuple. Okay? Mais c'est pas le fin fond de l'affaire. Puis quand on réfléchit plus, ben on voit que lui fait partie des... Lui met de l'avant que c'est ça. Il faut voir, quand on veut vraiment philosopher, plus loin que ces allégories-là, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à désigner. Puis, ben, un des trucs, justement, c'est OK, si je dis la question de l'être, qu'est-ce que c'est? Ben, si je mets de l'avant un énoncé philosophique, okay, ou un énoncé sur quoi que ce soit, en vérité, même un énoncé de zoologie, OK, ben, si je dis, OK, le serpent est un animal à sang-froid, bon, OK. Ben, dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment grave qu'est-ce que ça veut dire exactement être dans la phrase « le serpent est un animal à sang-froid ». Mais si tu essaies vraiment d'aller sur des questions pointues d'éthique, par exemple, ou de trucs comme ça, ben, éventuellement, il vient un stade où qu'est-ce qu'on veut dire par être au juste, ça pose problème. Puis pourquoi? Parce que dans la doctrine d'Aristote, encore une fois, le début du corpus aristotélicum, ça aussi, encore une fois, c'est une anthologie, donc c'était pas dans cet ordre-là à l'origine, là, mais le début du corpus aristotélicum, c'est la logique, hein, l'organon. Puis la première affaire, le premier livre de l'organon, la première affaire qu'on lit, la première page, c'est l'importance des définitions. Puis pourquoi? Parce que si je dis, par exemple, la démocratie, c'est merveilleux, puis les ennemis de la démocratie sont des méchants, OK? Ben, qu'est-ce que je veux dire par démocratie? OK?
Est-ce que je veux dire le régime politique ou je veux dire donner le pouvoir au peuple? Puis si je dis, OK, donner le pouvoir au peuple, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que je lui donne le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde, ou ben donc est-ce que je mets des contraintes à ça, puis etc., etc., etc. Bon, puis c'est lourd de porter, là. OK? Puis une énorme partie de ce qu'Aristote est toujours en train de faire, en vérité, c'est distinguer justement ces différentes définitions-là, puis c'est une grosse partie de ce qu'il fait. Donc, fait que pour la question de l'être, finalement, c'est ça. Il faut voir qu'en bonne partie, c'est une question technique. C'est ça l'affaire. C'est une question, mais une question technique concrète qui cherche à aider, à faciliter comment se poser des questions socio-politiques, n'importe quelle question la manière la plus efficace possible pour éviter le plus d'erreurs et d'ambiguïté possible. En gros, c'est à peu près ça le principe. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Puis encore une fois, juste le simple fait que nos métaphysiques, on emploie ça dans un sens un peu, c'est ça, les anges qui dansent sur une épine, quelque part sur un nuage, ou comme pelleter des nuages, bon, ben ça désigne à quel point il est facile de se mélanger dans une conversation quand on ne précise pas qu'est-ce qu'on veut dire par exemple, métaphysique, quand on ne définit pas les termes qu'on emploie. Puis ça, c'est extrêmement grave parce que, encore une fois, en politique, c'est tout le temps ça qui est en train de se passer. On est tout le temps en train de nous présenter l'objet X pour... le mot X qui veut dire 8 sens, mais puis on sait qu'on va le prendre dans tel sens, mais ce qu'on est en train de nous vendre en arrière de tout ça, c'est une version de la démocratie qui ne correspond pas du tout à la définition que nous, on croirait en général. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une passe de Jedi, là, il y a une passe de manipulation qui est très facile à faire puis qui est à toute fin pratique omniprésente dans le discours public depuis, j'oserais dire, plusieurs centaines d'années en vérité. Là. Bon, la justice, c'est ça, la justice, est-ce que c'est les cours, est-ce que c'est les prisons, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est personne a faim quand il se couche le soir, ou est-ce que c'est tout le monde a la même quantité de bouffe dans son garde-manger? Bon, ben, toutes ces questions-là, encore une fois, si tu ne prends pas le temps de définir qu'est-ce que tu veux dire par justice, tu ne peux obtenir que des résultats, des réponses confuses et contradictoires, puis ça va te mener dans un paquet de situations extrêmement difficiles, comme celle dans laquelle on se trouve présentement. Puis c'est donc pour ça qu'avoir une définition précise de être, donc la question de l'être essentiellement, ben c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des raisons précises, il y a des besoins précis, il y a des répercussions directes dans la vie de tous les jours, selon comment est-ce qu'on interprète les mots dans tel sens, tel sens. Puis le mot être est un mot qu'on prend extrêmement pour acquis. Tout le monde sait à peu près vaguement qu'est-ce que ça veut dire. Mais parce que c'est à peu près et vague, il y a des tonnes d'abus qui sont possibles. Donc, en gros, c'est pour ça que Aristote pose la question de l'être. Néanmoins, puis il répond encore une fois, voici qu'est-ce que ça veut dire, voici qu'est-ce que ça veut dire. Bon, fait que ça fait partie des trucs qu'on trouve dans la métaphysique. Moi, j'ai adoré ce passage-là. J'ai mentionné sa preuve de l'existence de Dieu, d'après lui. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Le Dieu d'Aristote, c'est pas le Dieu, on va dire catholique, par exemple, ou musulman, ou juif. Là, c'est pas ce genre-là. Mais... ben c'est ça. Il pose des questions. OK, est-ce que Dieu est intelligent? Je veux dire, ça serait le genre de question qu'il poserait. Je ne me rappelle pas s'il pose cette question-là précise, mais je pense que oui. Est-ce que Dieu a la conscience de lui-même ou pas? T'sais. Puis, dans le cas d'Aristote, il met ça en relation avec sa physique, en vérité. Parce qu'un de ses arguments là, de mémoire, c'est... il observe la voûte céleste et il observe que les astres sont en mouvement. Et s'ils sont en mouvement, c'est parce que quelque chose a dû les mettre en mouvement. Okay? Parce que selon la physique d'Aristote, tu ne peux pas avoir quelque chose qui bouge s'il n'y a pas une force extérieure qui l'a fait
se mouvoir une première fois. Mais est-ce que le premier mouvement a été provoqué, parce qu'il faut bien, si tous les mouvements sont provoqués par une cause, okay, par quelque chose qui les a mis en mouvement, ben est-ce que la première fois qu'il y a eu un mouvement, il a bien fallu qu'il y ait une première fois, est-ce que ce premier mouvement a été provoqué par, comme spontanément par la chose elle-même, ou est-ce qu'il y a un autre facteur extérieur qui a provoqué le mouvement? Okay, le premier moteur immobile, je crois qu'il appelle ça. Et ben, c'est son hypothèse, hein, c'est ce qu'il met de l'avant en fait. Donc c'est ça, tous les mouvements dans le cosmos ont été mis en mouvement par l'action d'un premier moteur immobile, quelque chose qui a juste mis ça en mouvement, mais quelque chose plutôt de l'ordre de la physique là, quand même. Et c'est à ça qui rapproche l'idée de Dieu, là, grosso modo. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris la première fois. Puis, ben, c'est hyper intéressant. Puis c'est évident que tout ça repose sur sa manière à lui de concevoir le mouvement des astres. Lui pense que je pense que la Terre est au centre de l'univers, ça fait que clairement ça marche pas. C'est ça, il y a des aspects de sa physique, en particulier en ce qui concerne là, les étoiles, puis la nature du Soleil. Il y a des trucs qui sont pas vrais, là, que la physique que nous on connaît a démontré qu'il était faux et inexact, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont avérés dans la physique d'Aristote. Fait que, bon, ben tout ça, c'est à prendre en compte si on essaie de voir à quel point son raisonnement est solide ou pas. Mais règle générale, c'est vraiment une lecture hyper intéressante. Puis, je conclus pour la métaphysique d'Aristote pour l'instant en disant que ben, c'est ça, un des trucs qu'il fait aussi, c'est pas faut dire le genre de c'est le panorama général de l'œuvre, puis j'ai même pas tout dit, mais il finit essentiellement par une réfutation de la fameuse théorie des idées de Platon, et aussi la théorie des chiffres ou des nombres, je ne me rappelle pas, mais l'équivalent de la théorie des idées chez Pythagore. Donc, les théories des idées, il y a un univers de Platon, il y a un univers spirituel où demeurent les choses en soi, qui sont des genres d'entités spirituelles, il y a la vertu en soi, il y a la justice en soi, il y a la beauté en soi, puis quand je vois une statue et je la trouve belle, c'est parce qu'elle est en communication avec la beauté en soi qui l'infuse de cette puissance mystique. En gros, c'est ça. Puis Aristote fait la démonstration que ça marche pas, que c'est juste, ça ne tient pas debout. Bon. Puis c'est super intéressant. Puis Pythagore, c'est comparable à ça, mais lui, c'est des chiffres. Et fait qu'il fait la démonstration que ben, voici pourquoi c'est contradictoire sur tel truc, voici pourquoi ça marche pas, puis voici pourquoi en vérité ce n'est pas nécessaire d'avoir recours à ce genre d'hypothèse-là. Fait que voilà, puis là, donc les deux derniers livres de la métaphysique, là, Mu et Nu, donc ça parle de ça, puis c'est encore une fois hyper intéressant, puis c'est rafraîchissant aussi de lire, de voir un texte de l'Antiquité, un texte qui date à très peu de choses près de l'époque de Platon. Le Platon, c'est le maître d'Aristote. Je veux dire, je pense qu'ils ont 40 ans de différence ou 20 ans de différence, là, mais ils sont à une ou deux générations près. Ils se sont connus personnellement, Platon et Aristote. Fait que c'est ça, mais donc les genres de questions qui nous viennent en tête à nous quand on lit les théories parfois saugrenues de certains penseurs grecs, ben, même à l'époque des Grecs, ça revenait en tête. Puis ces questions-là, Aristote passe beaucoup de temps, pas seulement dans la métaphysique, mais dans tous ses livres, passe beaucoup de temps à les aborder, puis à les réfuter, puis à les discuter, en discuter, puis à mettre devant les forces de ces hypothèses-là et aussi les faiblesses. Puis il fait toujours les deux. Il va présenter, c'est très, très, très fréquent. En général, c'est beaucoup comme ça qu'il fonctionne, Aristote. Un tel, tu sais, Parménide pense ça, Empédocle pense ça, puis il résume la théorie de ces penseurs-là. Puis après ça, il dit, ben voici pourquoi ça marche plus ou moins bien, puis voici pourquoi ça marche pas du tout. Puis en gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment hyper fascinant et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. C'est quoi mon bilan de Platon et Aristote? Ben, il est évident, n'est-ce pas, que
il faut relire plus qu'une fois pour comprendre ces textes-là. J'ai commencé à prendre des notes, fait qu'il y a des trucs dont je me rappelle un peu plus, mais même là, déjà j'ai lu des traductions, ultimement, c'est comme n'importe quoi, si tu veux vraiment comprendre un texte, t'as pas tellement le choix à terme de confronter le texte dans sa langue d'origine. Éventuellement. Et dans le cas d'Aristote, il faut le dire tout de suite, en partie, c'est presque impossible parce que les textes qu'on a sont souvent corrompus, puis il y a des gros problèmes d'interprétation. Puis une bonne édition, comme l'édition Chévrin, il y en a deux en fait, ben c'est ça, justement Chévrin, il y a eu deux traductions. La métaphysique, celle des années 30, puis celle des années 50, je crois. Puis les deux par Jules Tricot, qui est vraiment un gars très chouette et très intelligent et très intéressant. Puis, ben c'est ça, ils vont mettre, il y a un appareil de notes là, très copieux, dans lequel ils vont nous dire, ben ici, ce mot-là, personne n'est capable de le déchiffrer. Puis ils vont vous dire la liste de, OK, un tel rajoute ce mot-ci pour que ça ait du sens, tel autre pense que c'est une interpolation de tel autre auteur. Puis ils vont vous dire, OK, lui pense que ça veut dire X, tel autre pense que ça veut dire Y, tel autre pense qu'on devrait juste couper ce bout-là. Fait qu'une bonne édition d'Aristote va très souvent avoir ce genre de passage-là. Mais c'est ça, il faut donc lire plusieurs traductions, il faut retourner au texte d'origine éventuellement, puis même si on fait juste lire la même traduction, et puis qu'on la lit 40 fois, comme Avicenne a fait, parce que lui, je pense qu'il travaille à partir d'une traduction en arabe, là, ben c'est justement, il faut la lire genre ça 40 fois. Il faut lire inlassablement le même texte pour commencer vraiment à en absorber là, les subtilités, puis pour départager les faussetés de notre première lecture. Je pense quand même que c'est ça, moi, le parti pris que j'ai choisi quand je me suis lancé dans ce que j'appelle le projet philosophique, là, de me taper le corpus philosophique qu'on va dire complet, une sélection bien choisie, là, mais une sélection des principaux textes de la philosophie occidentale, principalement occidentale, il est évident que le parti pris que j'avais pris, c'était je vais les lire vite. Okay? Je vais les lire de manière superficielle. Je ne vais pas trop me badrer avec les passages que je ne comprendrais pas, étant entendu qu'il y en a avoir des tonnes, et je retournerai les lire un peu plus tard, les relire un peu plus tard. C'est ce que je m'étais dit que j'allais faire. Puis c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense quand même, ce que j'ai réalisé, c'est que ça marche se taper un paquet de textes, même si on les comprend à moitié ou des fois un dixième et des fois pas du tout. L'organon, les secondes analytiques, je n'ai rien compris. Okay? Personne n'y comprend rien. C'est un truc de logique, là, mais c'est compliqué. Okay? C'est toute une histoire, ça. Mais, j'ai quand même remarqué que c'est ça, j'avais lu les présocratiques, en tout cas une bonne anthologie des présocratiques. Ça, il n'y en a pas tant que ça, c'est plus facile à lire. C'est ça, j'avais lu Platon au complet, puis j'avais lu, donc là, j'ai lu Aristote au complet. Puis à un moment donné, ça fait beaucoup le même phénomène qu'apprendre une langue seconde, essentiellement. Puis c'est comme ça que j'ai abordé apprendre la philo, en gros. C'est apprendre la philo comme une langue seconde. Puis ce que j'ai constaté, c'est que ça marche. Puis par langue seconde, je veux dire, m'exposer à la langue, okay? Puis par un effet d'accumulation, comme quand on a 4 ans, puis qu'on entend des gens, ou 2 ans, puis on entend des gens parler, c'est ça, à un moment donné, on commence à comprendre des trucs, puis on commence à comprendre que tel mot veut dire telle affaire, au moins dans tel contexte, puis à la longue, c'est ça, ça s'accumule, puis ça fait que quelqu'un dit une phrase relativement complexe, puis on comprend en gros de quoi il parle, sans forcément comprendre les nuances. Puis j'ai constaté que ça le faisait. J'ai constaté que, comme j'ai dit, c'est ça, là, j'ai lu Plotin récemment, puis j'avais déjà essayé, je ne comprenais rien. Puis il y a plusieurs des textes aussi d'Aristote, dont la métaphysique, plusieurs des textes que je comprenais vraiment, vraiment pas du tout. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, d'autres bilans de lecture aussi, là, le Kant,
critique de la raison pure, là, le début, je ne comprenais rien. Puis je suis retourné relire, puis non, ça a plus de sens, là, parce que, ben, c'est ça, tous ces gens-là, ils ont un langage. C'est la philosophie a son propre langage, essentiellement, sa propre manière de penser, certainement, Aristote et Platon ont la leur, puis particulièrement dans le cas d'Aristote, et ben, c'est ça, à la longue, ça finit par rentrer, même dans la caboche la plus dure. Fait que ça marche. Mais, bon, j'ai le ferme propos de relire plus en profondeur au moins certains textes de Platon et d'Aristote. Fait que je vais vous dire là, vite fait là, lesquels que, si j'avais à recommencer de zéro, lesquels que je suggérerais en priorité. C'est ceux que moi je compte prioriser aussi pour ma relecture. Puis, même si je continue là, de lire les autres auteurs du corpus philosophique, les textes d'Aristote et de Platon, que je me prête à vous présenter ici, ça serait c'est ceux auxquels je me propose de revenir et, dans certains cas, de revenir plusieurs fois, plusieurs reprises. Donc, dans le cas d'Aristote, mes textes à prioriser, c'est la physique, le traité de l'âme, Génération et corruption, qui est un de ses traités physiques, de physique lui aussi. Ben, en fait, tous les traités de physique d'Aristote, mais pour une raison X, Y, Z, la Génération et corruption, je l'ai trouvé, il y a quelque chose dans celui-là que je veux vraiment relire, là. L'éthique à Nicomaque. Puis je mentionne ici qu'il y a aussi l'éthique à Eudème, puis en vérité, il faut lire les deux. Là. Les deux, ces deux textes hybrides en vérité, là, c'est bien connu qu'il y a 3 chapitres de l'éthique à Nicomaque et de l'éthique à Eudème qui sont carrément identiques, là, mot pour mot identiques, copier-coller. Donc, c'est 2 textes siamois, en fait. Puis, il y a 2 écoles, en gros, celle qui croit que l'éthique à Nicomaque est le grand traité d'éthique d'Aristote, et celui qu'il faut lire par-dessus tout, et l'autre clan qui est plutôt minoritaire, mais qui existe, et plutôt que non, l'éthique à Eudème est nettement supérieure. Écoutez, ça se discute, il y a des arguments pour et contre de chaque côté, mais je pense qu'ultimement, il faut vraiment garder en tête, il faut lire les deux, c'est ça. Puis, même si on priorise un, il faut avoir en tête qu'il y a l'autre qui est jamais très très loin en arrière. Puis ultimement, je pense que même si on devient un expert de l'éthique à Nicomaque, ça implique de au moins assez bien connaître l'éthique à Eudème, là, je pense. Mais j'ai quand même mis dans ma liste courte d'Aristote l'éthique à Nicomaque en particulier parce que ben, c'est le plus connu, puis je suis quand même généralement considéré comme son traité maître sur l'éthique, puis c'est hyper intéressant. Puis la métaphysique dont je viens de parler, ça serait un autre traité que vraiment celui-là, j'ai le ferme propos de revisiter de multiples reprises. Et enfin, je conclurai ma liste, mon top 7 d'Aristote, par les 2 premiers tomes de l'Organon, à savoir le traité des catégories et le traité de l'interprétation. Donc, ils sont assez courts. Là. Puis ceux-là sont quand même plus faciles à comprendre. Puis, les trucs qu'il met en place, les idées, les concepts qu'Aristote met en place là-dedans, dans beaucoup de cas, c'est des concepts et des méthodes qu'Aristote va réutiliser tout au long de son œuvre. Donc, voilà le mouvement, qu'est-ce qu'il veut dire par là, puis les différentes causes, les fameuses 4 causes d'Aristote. Là. Fait que, voilà. Donc, mais je mentionne aussi, dernier truc que je dis sur Aristote, c'est que ça aussi, comme je disais, ça a été compilé vraisemblablement de son vivant, en tout cas par des disciples très proches d'Aristote, mais ça se lit comme si c'était écrit d'un seul morceau, comme un texte cohérent. C'est écrit comme ça. Il y a beaucoup de références internes, comme j'ai dit dans mon traité d'interprétation, comme j'ai dit dans mon traité du mouvement des animaux. Bon, il est tout le temps en train de faire des références comme ça.
Ça donne l'impression donc d'une œuvre cohérente, mais ça l'est pas tant que ça. Ça l'est au niveau de la méthode, mais il y a des contradictions fréquentes, il y a des lacunes, il y a des traités auxquels il est fait référence qui n'existent pas, dont on n'a aucune trace en tout cas, il n'y a rien, aucune raison de croire qu'il les a vraiment écrits. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Ce genre de trucs-là. Puis, mais l'avantage que ça a aussi, c'est que c'est un peu une situation où on peut commencer notre parcours chez Aristote un peu de n'importe quel point, en fait, parce que les grands concepts qu'il va utiliser comme l'actualité, le potentiel versus l'actualité, cette idée-là, que je n'expliquerai pas ici, mais c'est ça, comme la plupart des idées d'Aristote, un coup que tu vois qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est moins compliqué que ça a l'air, puis c'est assez astucieux en vérité. Okay. Donc les quatre causes, bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là, toutes ces idées-là sont expliquées et réexpliquées dans plusieurs passages de plusieurs de ces traités, même si souvent ils sont plutôt expliqués dans le détail dans un en particulier. Mais voilà, donc on peut quand même trouver des explications dans un peu tout le long. Puis voilà, bref, moi j'ai adoré ça, je trouve ça vraiment excellent. Puis comme je disais, là, les outils intellectuels que Aristote met en place, donc la logique évidemment, ce truc-là, la double nature de la logique que j'expliquais tantôt, selon que la prémisse est certaine ou uniquement plus ou moins probable. Donc ça, mais juste le fait qu'il fasse cette distinction-là, ça c'est hyper intéressant. Comme je disais, là, l'actualité versus le potentiel, bon, etc., 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 etc. C'est vraiment extrêmement utile. Puis quand on a lu beaucoup, à un moment donné, tu commences à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça, puis c'est des tonnes de trucs, en fait. Puis je peux voir beaucoup d'utilité à cette méthode-là, même à notre époque, puis en vérité, je pense qu'on gagnerait énormément à réhabiliter ces méthodes-là d'Aristote, en gardant en tête qu'elles sont forcément limitées, mais c'est décrit dans la méthode, ok? C'est ça, c'est une grille d'analyse, ok? Donc, si on garde en tête que c'est tout ce que c'est vraiment quelque chose, en fait. Fait que moi, j'adore, je suis vraiment tombé en amour avec Aristote là, cette dernière année, donc je ne saurais trop vous le recommander. Puis en ce qui concerne Platon, ben, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Puis mon intention, la raison pour laquelle je veux vraiment le relire, en vérité, c'est parce que j'ai tellement trouvé ça irrecevable au niveau intellectuel que je me dis ça se peut quasiment pas. Là. Il y a peut-être quelque chose il doit y avoir quelque chose que j'ai mal compris. Bon, Platon, il écrit magistralement. Lui, il écrit vraiment bien. Lui, c'est au niveau de la prose, là, si on veut, ou du dialogue, là, c'est très, 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 très beau, parfois extrêmement émouvant. Là, brillant, 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 brillant. C'est un grand écrivain, là, Platon. Mais ses idées, moi, en général, comme vous le savez, je pense qu'il ne les démontre pas de manière satisfaisante. Puis j'ai eu la très nette impression. Mais c'est une première lecture, c'est une première impression, première lecture. Fait que il est possible que j'ai tort, là, c'est ça. Bon. D'où l'intérêt de les relire. Mais j'ai eu la très nette impression que les gens trouvaient que c'était brillant parce que, ah mon Dieu, Platon, le roi des philosophes. Puis parce que c'est Platon, les gens se disent, ah, ça doit être brillant. Okay. Parce que c'est Platon, puis parce que c'est donc une autorité historique, littéraire dans le discours collectif, c'est le philosophe... en tout cas à l'époque moderne, là, le philosophe par excellence, qui incarne le philosophe. Le premier qui nous vient en tête quand on cherche à nommer un philosophe, plus souvent qu'autrement, ça va être Platon. Mais il y a une autorité à cause de ça, une autorité narrative, okay, dans notre trame narrative collective. Mais ça ne veut pas dire que ces idées tiennent la route, là. Puis, moi, c'est ça. Ce que moi j'ai lu, ma première impression, c'est que c'était pas le cas. Ces idées ne tiennent pas la route. Puis, je suis même pas certain qu'ils cherchent à les faire tenir la route. Je pense que j'ai eu l'impression en le lisant, mais encore une fois, c'est une première lecture. Donc, c'est pour ça que je veux relire ça, parce qu'il se peut que mon hypothèse ne soit pas juste, là. Okay? C'est une première impression. Bon.
Mais j'ai eu la nette impression que c'est ça, il cherchait pas. Il met de l'avant un certain nombre d'hypothèses puis d'idées, euh, bon, intéressantes ou amusantes ou époustouflantes, mais plus souvent qu'autrement, c'est pour mettre ses partenaires de conversation dans l'embarras. C'est le Socrate que Platon met en scène cherche à mettre son interlocuteur dans l'embarras, essentiellement. C'est très souvent la forme que ça prend. Et ben, lui sort un paquet de pirouettes mentales et puis à la fin, effectivement, il a réussi à mettre son interlocuteur dans l'embarras. Mais je pense que c'est ça qu'il veut démontrer. Il veut démontrer qu'en vérité, l'interlocuteur qui met de l'avant le gars qui est expert en vertu ou expert en poésie ou expert en quoi que ce soit, c'est souvent ça les dialogues de Platon, là, c'est OK, le gars expert en X, le gars expert en Y, ben c'est pour démontrer que le soi-disant expert ne sait pas vraiment de quoi il parle. Bon. C'est ça qu'il met de l'avant, c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il démontre, puis ça marche. C'est très cool, en fait. Puis il fait des passes de kung-fu intellectuel pour établir ça, puis ça marche. Mais ça ne veut pas dire que les pirouettes que Socrate fait dans le dialogue, que Platon donc fait, ça, non seulement ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça cherche même pas à l'être. Ça cherche uniquement à mettre l'autre gars devant l'incohérence de sa pensée. Voyez-vous? Puis je pense que c'est cette partie-là, souvent, qui est passée, qui passe inaperçue, sur laquelle on passe un peu rapidement. Puis donc, voilà. Mais puis même plus tard, quand il veut mettre de l'avant ses propres idées, ou c'est ce qu'on pense que Platon est en train de faire, j'ai eu l'impression que c'était pas tout le temps ça, que des fois, c'est parce qu'il voulait vendre son académie, puis il voulait montrer comment, dans son académie, on apprenait à dialoguer, puis j'ai eu cette impression-là parce qu'il dit explicitement que c'est ça, à un moment donné, dans ses derniers traités, là. Okay. Ça fait que, en tout cas, c'est l'impression très nette que ça donne, là, c'est ça que ça donne. Puis dans les préfaces, les éditions Garnier, là, c'est un truc qui était mis en lumière aussi, là, ce que je viens de dire. C'était à peu de choses près des réclames publicitaires pour son académie, okay, pour apprendre aux citoyens athéniens à convaincre leurs interlocuteurs, okay, à cause de la nature de la société athénienne. Bon, peu importe, sujet pour un autre jour. Mais bon, c'est ça. Ça fait que puis nous, on prend ça comme étant, c'est ce brillant énoncé de la nature de la vertu. Mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ça, vraiment, là, que Platon cherchait à faire? Puis je pense que souvent, ce n'est pas le cas. Puis je pense que les gens ont cette impression-là, parce qu'en règle générale, eux, ils lisent pas Platon au complet. Ils lisent un dialogue à gauche puis à droite. C'est ça. Puis je me suis fait dire par des professeurs de philo, là, un en tout cas, que c'est ça. Lui, il n'avait pas lu Platon au complet. Puis c'est correct, c'est pas obligé, là. Même pour un prof de philo, c'est pas obligé. Mais c'est ça, si tu lis un texte à gauche puis à droite, es-tu tant certain que tu comprends le contexte dans lequel ça s'inscrit, voyez-vous? Bon, fait que, c'est tout pour vous dire que ça, c'est l'impression que j'ai eue, puis c'est l'hypothèse que j'ai formée en lisant Platon. Puis les idées où est-ce que, tu sais, les hypothèses qui sont beaucoup plus certaines, dans le sens où on peut être certain qu'elles viennent effectivement de, tu sais, que c'est vraiment ce que Platon essayait de nous expliquer, ce dont il essayait de nous convaincre, sa fameuse, entre autres, théorie des idées, puis ses programmes politiques, en gros, certainement dans les lois, là. Donc, la suite plus détaillée de la République, en gros. Ben, c'est ça. Ces idées-là, c'est ça. Je pense que ces raisonnements me sont apparus tellement pas solides, puis les prémices tellement fumeuses que je me suis dit, écoute, j'ai pas le choix de retourner les lire par acquis de conscience, puis par honnêteté intellectuelle, puis parce qu'encore une fois, ça se peut que j'ai mal compris. C'est très possible qu'il y ait quelque chose que j'ai vraiment pas bien compris. Mais ça fait que j'irai les relire, et ceux que je relirai en priorité, c'est les 7 suivants, à savoir les dialogues donc de Platon, le Thé et Tête, Parménide, le Phèdre, le fameux banquet, le Phédon, qui traite de l'âme, le sophiste et le politique. Puis ceux-là, je les ai bien aimés, par exemple. Mais ce sont plutôt, justement, des démonstrations de sa méthode
d'argumentation, en gros. Là. Bon, en tout cas. Mais bref, c'est ça. Théétète, Parménide, Phèdre, Banquet, Phédon, Sophiste et Politique, ça serait ceux-là que je me proposerais de relire en priorité de Platon. Je vais sûrement commencer à en relire cette année, je présume, là, bon, dans un futur pas trop lointain. Puis, ce qui est certain, c'est il faut les relire, entre autres, parce que, il y en a que j'ai choisi là-dedans, je pense le Parménide, entre autres, parce que, ben, dans les néoplatoniciens, justement, dont, entre autres, Plotin, ben, il y en a là-dedans que eux ont pris ça comme si c'était les opinions arrêtées de Platon, comme si c'était pas des pirouettes de rhétorique, là, si on veut, mais que c'était vraiment des concepts qu'il fallait prendre au pied de la lettre. Et, puis ne serait-ce que pour ça, tu sais, parce que eux les ont compris au premier degré, ben, puis que eux en parlent plus tard, donc les néoplatoniciens, puis que ça a eu une influence assez considérable sur le courant de la pensée en Occident, puis probablement en Orient aussi, à plusieurs égards. Ben, à cause de l'influence que cette, à mon avis, erreur d'interprétation-là a eue, il faut les comprendre puis les connaître, ces textes-là. Mais comme je viens de dire, je pense quand même que c'est des erreurs d'interprétation. On verra quand je les aurai relus une couple de fois. En ce qui concerne Plotin, ben, je vais aller très rapidement. Comme je mentionnais, j'ai lu les 2 premières Anéades. Il m'en reste donc 4. Fait que c'est ça. J'ai déjà dit l'essentiel de mon résumé de Plotin aujourd'hui. La doctrine est plutôt platonicienne, donc les idées en particulier. Ça, c'est son gros truc. Plotin, il croit dur comme fer à la théorie des idées. Puis ce qu'il va essayer de démontrer, ce qu'il est tout le temps en train de démontrer, en gros, c'est que ça c'est vrai, puis comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis comment est-ce que ça s'applique, c'est quoi les influences, les répercussions politiques, si vous voulez, que ça peut avoir, comment ça s'applique dans la vie de tous les... C'est ça, dans la vie de tous les jours, etc. Et donc là-dessus, bon, c'est ça, je soumettrais que ce qui met de l'avant comme étant une incertitude est plutôt un énoncé plus ou moins probable, donc encore une fois la position de la logique d'Aristote dont je parlais tantôt. Mais c'est ça, lui il le présente comme une certitude et il va utiliser, dans ses raisonnements, il va utiliser des arguments de type aristotélicien, comme je l'ai mentionné. Puis ça m'a étonné, j'avais pas vu ça venir, mais j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça très bon. Les moments où Plotin, à date, dans ma première lecture relativement rapide quand même, mais les moments où Plotin est à son meilleur, c'est quand il fait ça. Puis il y a des moments où il est plutôt... Parce que l'autre Plotin que j'ai découvert en lisant les Anéades, c'est quelqu'un qui ressemble plus à un genre de catéchiste, hein, c'est un point de vue, là, où est-ce que, pareil, comme un genre de théologien catholique du Moyen-Âge ou un théologien musulman. Il part du principe que son livre sacré, en l'occurrence ici Platon, a une valeur de vérité révélée essentiellement et donc doit absolument être vrai. Donc la théorie des idées de Platon ici doit absolument être vrai. Donc ça n'est jamais remis en question. C'est ça le truc. Fait que puis des fois, entre autres, il y a un traité contre les gnostiques que je n'ai pas tout compris, honnêtement, là, parce que ça aussi, les gnostiques, je connais un peu là, quand même, le sujet, là, mais il parle de détails de doctrines subtiles avec telle gang de gnostiques puis telle autre gang. Là, ça, je ne les connaissais pas toutes. Mais c'était moins convaincant, en règle générale, celui-là. Il y en a une couple comme ça qui sont moins... C'est intéressant, mais des fois vraiment pas convaincant parce que ouais, il faut que tu acceptes la prémisse de Platon comme étant absolument vrai, puis tout son raisonnement découle de ça. Non, ça marche pas. Mais c'est plutôt l'exception que la règle à date, là, dans les Anéades que j'ai lues. Dernier truc que je dis pour Platon, parce que j'en parlerai plus longuement, comme je disais, quand je les aurai tous lus. Mais c'est que, on appelle ça les Anéades parce que c'est 6 recueils de 9 traités.
mais on sait que c'est pas comme ça que Porphyre avait construit ses traités. En vérité, il a juste écrit ses trucs puis il a donné ça à Porphyre, en gros. Et Porphyre, lui, a décidé de faire une anthologie en 54 essais, finalement, donc en 6 tomes de 9 essais. Mais ça marche pas, son truc. Ça marche, c'est parce que pour faire ça, il a fallu qu'il découpe des essais, en vérité, en 2, 3, 4 morceaux, des fois, puis les mettre dans un ordre qui correspondait à ce que lui voulait que ça soit, plutôt que ce que c'était réellement, puis ça complique la lecture, honnêtement. C'est quand même la version que je lis, là, parce qu'il y a des éditions, je pense que chez Garnier, justement, il y a des éditions qui remettent les traités en ordre chronologique, là. Puis moi, je suis en train de lire une version où c'est les Onéades, là, selon la compilation de Porphyre, mais même, c'est évident là, que c'est une compilation, c'est ça. Fait qu'on est encore une fois comme dans la Bible, ou Platon, ou Platon, ou Aristote, en particulier Aristote que j'évoquais avec les fragments. On est vraiment dans une situation où c'est que ça a été structuré d'une manière pour nous faire passer un message implicite, okay, pour nous rajouter une couche, je vais dire idéologique, là, mais dans un sens très très large. Là, okay? Parce que Porphyre voulait présenter les écrits de Plotin d'une manière qui correspondrait à son interprétation, à lui, à Porphyre. Okay? Puis ça se voit assez souvent. J'ai vu, même dans des traités, on va dire, d'occultisme, là, il y a des éditeurs d'Israël Regardi qui ont fait ça à un moment donné, là, où est-ce que c'était. C'est ça, c'est pas toujours désintéressé, la manière que c'est ça. Donc, c'est intéressant de garder, il faut garder ça en tête, encore une fois, là, puis je confirme que l'idée que c'est 54 essais, puis que c'est 6 traités, 6 recueils de 9 essais, puis c'est ça, c'est rajouté après, ça a été plaqué sur le truc. Puis voilà, faut que c'est intéressant là-dessus. Puis comme je vous dis, je vous en reparlerai quand j'aurai tout lu. Mais à date, à part pour les moments où que Plotin est plus dans son style, on va dire catéchiste, là, j'aime moins ça. Mais honnêtement, en règle générale, c'est très intéressant. Fait que voilà pour Plotin, les entrevues avec Tarkovsky. J'aimais ça, mais je vous en reparlerai peut-être dans des vidéos. Quand je parlerai de films de Tarkovsky à un moment donné, si j'ai l'occasion d'en reparler ici ou, mettons, sur mon Substack ou quelque chose comme ça, sûrement que j'en reparlerai. C'est intéressant parce qu'il parle de son interprétation à lui de Stalker et de Solaris. Puis c'est pas tout ce que je pensais, en fait. Là, donc, mais c'est un sujet pour un autre jour. J'en parle pas ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé pour aujourd'hui, puis je vais me concentrer aujourd'hui sur les traités philosophiques, mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur les entrevues de Tarkovsky, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est publié en français, par exemple. Moi, j'ai trouvé une édition en anglais. Ça fait 125 pages à peu près. Je ne sais pas, vous me le direz si vous savez s'il y a une version française. Et en ce qui concerne les lectures en cours, vite fait, c'est à peu près toutes des lectures philosophiques. Ce que je suis en train de lire là, c'est vite fait. J'ai commencé Cicéron de la République et des lois. Parce que là, j'ai commencé les stoïciens. J'ai fini Platon, Aristote, présocratique. Fait que là, on rentre dans les stoïciens. Fait que, je suis en retard sur mon programme. Encore une fois, la dernière semaine, même un peu plus. J'ai fait des lectures, mais moins que ce que j'avais voulu et prévu. Mais là, on est dans le bout stoïcien. L'autre texte que je suis en train de lire de stoïcien, c'est cette anthologie-là en Pléiade. Ça se trouve aussi en 2 volumes chez Gallimard dans la collection Tell. Et les stoïciens, bon, évidemment, il y a Marc Aurèle, puis il y a Sénèque, évidemment, puis ouais, Épictète, bon, c'est ça. Puis Épictète, je l'ai déjà lu, Marc Aurèle, je l'ai déjà lu, puis Sénèque, c'est moyen.
c'est moyen mon truc. Celui qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Cicéron, en fait. Je vais quand même lire les autres que je vous ai mentionnés, mais puis on en reparlera en temps et lieu. Mais je suis content parce que j'ai commencé Cicéron, puis c'est plutôt intéressant. Quoique on n'est pas du tout... Je veux dire, le point de vue est assez différent. C'est beaucoup plus pragmatique. Là. Je pense que j'invente rien en disant ça, qu'en général, les stoïciens sont plus pragmatiques à beaucoup de points de vue on va dire, que les Grecs, là, les Grecs qui les ont précédés. Mais bref, on en reparlera plus en détail quand j'en aurai plus lu. Bref, c'est super cool. Et je suis en train de lire aussi... Je suis toujours en train de lire les histoires d'Hérodote. Ça a avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Il me reste, je pense, 400 pages à lire, quelque chose comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai pris du retard, parce que je voulais avoir fini de le lire la fin de semaine dernière, donc il y a 8-10 jours. Puis c'est bon, là, ok, c'est bon, c'est amusant, c'est relativement facile à lire en vérité, mais je patauge dans les eaux du Nil essentiellement parce qu'il est en train de décrire l'Égypte, puis là, j'ai pas en tête de lire des trucs égyptiens, j'ai en tête de lire des trucs grecs. Puis il y a un lien assez direct entre les deux, là, même au niveau des idées, puis c'est super intéressant. Mais je suis moins intéressé de savoir, comme j'évoquais tantôt, la description des serpents dans dans les marécages à telle place. Bon. Mais c'est le fun, ok? C'est ça le truc. C'est que c'est un peu comme d'ailleurs les histoires l'histoire des animaux d'Aristote. Il y a un côté amusant, il y a vraiment un côté, c'est ça, agréable à lire, puis un truc léger et rigolo, puis il présente, c'est une longue succession d'anecdotes, puis je sais que plus tard, là, il va rentrer dans la guerre contre les Perses, puis ça, j'ai hâte de lire ça. Puis la raison pour laquelle je persiste à vouloir le lire, c'est parce que, déjà, c'est le premier historien grec, et la guerre contre les Perses, c'est vraiment, vraiment crucial dans l'histoire d'Athènes, certainement, parce que c'est ça qui va leur permettre de devenir un empire, en vérité. Puis c'est ça qui va donner la Grèce du 5e siècle, donc la Grèce de Périclès et de Platon et d'Aristote, mais c'est aussi ça qui va donner cette Grèce donc de Périclès, où la corruption va prévaloir de plus en plus, puis ils vont finir par s'effondrer essentiellement, parce qu'il y avait un empire. Puis à cause de ce qui se passe présentement dans le monde, moi je suis très curieux de voir le parallèle, parce que c'est à peu près certain qu'il y en a beaucoup, en fait. Fait que, comme j'ai déjà dit ailleurs, je veux persister à lire ça parce que je veux avoir les détails là, plus en détail. Là, parce qu'il faut lire, il m'apparaît logique de lire Hérodote avant de lire Thucydide, qui parle donc de la guerre du Péloponnèse contre Sparte. Là, puis c'est ça, le moment où Athènes va succomber sous le poids de son incompétence et de sa corruption. Mais à date, je trouve ça laborieux, comme je disais. Ça fait que ça l'avance pas vite. Fait que, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est pas bon, encore une fois. C'est juste parce que je suis pas dans le... J'ai pas, tu sais, je suis pas d'humeur à lire ça présentement. C'est ça qui arrive. Puis, fait que je le vois un peu comme un obstacle. Oh, mon Dieu, il faut que je lise ça. Mais c'est juste parce que c'est quasiment comme être forcé de le lire à l'école, parce que je réitère encore une fois que c'est ultra amusant comme lecture, c'est juste que je me sens obligé de le lire maintenant, parce que chronologiquement, je me force à le lire maintenant. Ça fait que c'est pour ça, entre autres, là, que je prends du retard. Mais l'autre bouquin que je me suis rajouté, le dernier pour aujourd'hui, sur ma liste de lecture, c'est Les éléments d'Euclide. Celui-là, je vais en faire un tout petit peu, je veux dire, ça va me prendre au moins un an à passer au travers, ça c'est pas mal certain, parce que c'est le fameux traité de mathématiques d'Euclide, en fait en 13 volumes, là, sont tous réunis là-dedans. Puis pourquoi? Parce que, Aristote, entre autres, est tout le temps en train de faire référence à la géométrie d'Euclide essentiellement, puis j'en suis venu à la conclusion que j'avais pas le choix, essentiellement, à cause du type de travail que je suis en train de faire, qui est lire vraiment une très vaste sélection d'auteurs philosophiques, puis parce que dans le courant de l'année, on prévoit, j'ai l'intention, normalement, cette année, dans pas très longtemps, en vérité, on va arriver à Descartes, puis des penseurs comme ça, Leibniz, certainement Descartes,
une grosse partie de l'œuvre de ces penseurs-là, c'est des mathématiques. Puis c'est quoi les mathématiques qu'ils ont appris? C'est celles-là, là, c'est les mathématiques d'Euclide. Donc, Léonard de Vinci avait essentiellement appris par cœur les éléments d'Euclide, ce traité-ci. Bon, fait que puis c'est quand j'ai lu c'est ça, cette recension par Léonard de Vinci des éléments, c'est là que je me suis dit, bon, vraiment, il faut que je le lise. Puis à toutes les fois que je tombais sur des descriptions géométriques, là, par exemple chez Aristote, je me disais, OK, il faut que je passe vite, j'ai pas le choix, je comprends rien. Puis des descriptions des trucs de problèmes de géométrie, écoutez, c'est ça, c'est des trucs mathématiques. Je les ai passés vite, ceux-là, je vous le confirme. Mais c'est ça, j'en ai conclu qu'il fallait les lire parce que pour vraiment avoir une meilleure intelligence du texte, surtout dans l'optique de les relire, mais aussi parce que j'ai constaté qu'il y avait un lien assez direct entre la logique d'Aristote puis les types de raisonnement d'Euclide, en vérité. Qu'il y a une filiation entre les deux, il y a un rapport de parenté. Puis ça, je ne m'étais pas attendu à ça, mais quand on y pense, c'est, j'oserais dire, logique. C'est pas surprenant. Puis, c'est ça. Donc, si j'avais à recommander vraiment, quelqu'un si vous êtes à la maison, puis vous êtes curieux et tenté de vous retaper, de faire l'exercice, de vous taper Platon et Aristote au complet, ben déjà, je commencerai par les présocratiques, ça se lit assez rapidement, puis les éthologies sont souvent assez courtes, là. Mais je crois que ça vaut la peine de lire et de pratiquer, de travailler, c'est ça, les éléments d'Euclide en même temps. Règle générale, c'est un traité de mathématiques, ça fait que il va y avoir un problème, puis avec l'énoncé du problème, puis la description de comment le réaliser, puis comment valider la preuve essentiellement. Puis c'est à peu près ça. Je vais vous en parler plus en détail quand j'aurai commencé les exercices eux-mêmes, mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que tu peux faire, par exemple, un exercice par jour pendant 1 an ou 2, quelque chose comme ça, tu vas finir par en venir à bout. Et c'est à peu près le programme que je me propose là-dessus. Puis, comme je disais, si vous êtes curieux de faire l'exercice à la maison, de vous taper les philosophes grecs, je pense que ça vaut la peine. C'est pas obligé, là. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour pas me rajouter du stress. Puis, ultimement, c'est mieux de pas le lire, d'en remettre la lecture à plus tard, que de vous laisser bloquer par la montagne de difficultés que, au moins dans notre imagination, ça représente un texte comme Euclide. Fait que c'est ça, comme je disais, bon, l'histoire d'Hérodote, ça m'a un peu bloqué ces dernières semaines dans ma lecture, ça m'a ralenti certainement. Fait que, comme je disais, en vérité, c'est mieux. Je me demande des fois si je ne devrais pas carrément le sauter. Je le veux pas par orgueil et par principe, par obstination. Mais c'est ça, vous n'êtes pas obligé. C'est ardu, là, c'est un traité de mathématiques, puis mathématiques de la Grèce antique. Là, c'est quand même un petit peu ardu, mais je pense quand même, c'est ça, peu importe. Là, je pense que ça vaut la peine. Si ça ne vous rebute pas, okay, si ça ne remplit pas votre cœur d'anxiété, l'idée de vous mettre en programme de lecture philosophique en même temps que vous faites les exercices d'Euclide, je pense qu'en vérité, ça serait un beau projet. Okay. Puis, bon, Pythagore, je ne l'ai pas, là, mais je me suis limité à Euclide pour celui-ci, là, pour ce projet-ci. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Puis, les premiers exercices, les propositions qu'ils appellent, là, en tout cas, les premiers exercices, je pense qu'en vérité, c'est pas si compliqué que ça. C'est graduel, là, c'est un gratus essentiellement. Donc, ça va de... C'est ça. C'est fait pour enseigner les mathématiques. Fait que j'ai décidé de rajouter ça à mon programme. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais ça. Je vais toujours en faire un par semaine de ces rapports de lecture-là, suivi de lecture-là. Ça m'aide à me motiver aussi, en toute franchise. Mais puis j'aime ça les faire. Fait que peut-être la semaine prochaine, ça va dépendre de. Bref.
je me botte là derrière. Puis c'est entre autres pour ça que je fais des vidéos là, pour m'encourager à continuer. Donc, idéalement, j'espère la semaine prochaine. Sinon, une couple de semaines, pas plus que ça, je vous ferai la prochaine tranche de mes aventures métaphysiques. Et on sera rendu probablement... on aura lu un peu de Cicéron rendu là, puis j'aurai peut-être fini Plotin, quoi que ça risque de prendre 3-4 semaines. Ça. Mais bref, bientôt, on s'en parlera. J'avais enregistré, je finis là-dessus, j'avais enregistré une vidéo sur Squid Game. Squid Game et les 120 journées de Sodome, le film de Pasolini, là, Salo, et les films de théorie du complot, puis j'avais fait un parallèle avec l'actualité présentement, avec le prince Ando, puis toutes ces affaires-là. Puis je l'ai pas mise en ligne cette semaine parce que la vidéo faisait 2 heures, puis même s'il y a beaucoup... je me suis dit qu'il valait mieux la refaire essentiellement. Mais fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo lundi, là, de vidéo de film. Mais je prévois la mettre en ligne sur mon Patreon si vous êtes curieux. Puis même si il y a des. C'est long, là, déjà en partant, 2 heures, on ne se le cachera pas. Je pense qu'il y a quand même une couple d'idées intéressantes là-dedans. Puis ça fait que si vous êtes curieux, ça sera sur le Patreon dans pas très longtemps. Alors, d'ici là, portez-vous bien, la vie est merveilleuse, puis lisez de la philo. OK. Je vous aime, je vous adore, à la prochaine, vie longue et prospère. Salut.